Cette semaine, les amis, ça va être compliqué de vous faire un récap concis. Ça a été une pluie, que dis-je, une averse de nouveaux modèles d'intelligence artificielle. Alors allons-y, si vous avez cligné des yeux cette semaine, pour le récap de cette semaine folle de l'intelligence artificielle. Et le plus gros banger de cette semaine, ça a été bien sûr Gemini 3. Ça y est, il est arrivé, il est disponible sur la plateforme Gemini et absolument partout. En fait, Gemini 3, il est diffusé par Google absolument partout et à raison parce qu'il est beaucoup plus intelligent. Voilà, on va se le dire comme ça. Il est multimodal nativement, c'est-à-dire vous pouvez lui donner un fichier audio, puis poursuivre la conversation en texte, puis lui demander de faire une image, etc., etc. Il a une fenêtre contextuelle gigantesque. Il est relativement rapide, en tout cas plus rapide que les concurrents, et il réfléchit beaucoup plus, beaucoup mieux. Il s'autocritique, il fait des tas de choses. Bref, il est plus intelligent, ce fameux Gemini 3, disponible absolument partout dans le AI Mode, qu'on n'a pas en France, la nouvelle version de Google, on va dire, avec l'intelligence artificielle, disponible dans tous les outils de Google. Il profite bien sûr de l'écosystème Google, c'est aussi une des forces de Gemini. Et du côté des benchmarks, clairement, il a un QI, IA plus élevé, c'est beaucoup de guillemets que je mets autour de tout ça. Il est plus intelligent, il est plus performant, il est plus fort en code, il est beaucoup plus fort en agentique, beaucoup plus fort surtout dans les capacités de réflexion pour nous donner des réponses extrêmement satisfaisantes. Les possibilités sont absolument dingues et Google vient de reprendre la main sur le marché des LLM, des IA qu'on utilise tous les jours. Ça y est, Google est en tête de tous ces classements et les utilisateurs apprécient beaucoup. Ça arrive une semaine après la sortie du nouveau modèle de ChatGPT. Même Sam Altman a reconnu la supériorité de Gemini 3 en disant bon travail chez Google. Donc vous pouvez le tester, il est disponible pour tout le monde, ce Gemini 3, et il vient de bouleverser totalement ce marché de l'intelligence artificielle. Et un peu plus tard, cette semaine, on a vu arriver aussi du côté de chez Google, et c'est pas un hasard, un nouveau modèle d'IA générative d'images, le plus performant aujourd'hui. Lui aussi, il remporte tous les benchmarks et il est au-dessus de tout le monde, et c'est Nano Banana Pro. Oui, de Google également, Nano Banana Pro qui est intégré et qui utilise également Gemini 3. Qu'est-ce qui se passe avec cette IA générative d'images ? Elle est plus intelligente. Elle comprend mieux ce qui se passe dans une image. Vous pouvez lui donner une photo de Paris, lui dire tiens, rajoute-moi des petites indications dessus, et il va savoir que là c'est la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe. Il va vous mettre des petites flèches qui pointent le bon monument. Il va vous mettre la bonne police, le truc qui ressort bien. Il comprend les styles. Il fait de l'édition d'images en plus de faire de la création d'images. On peut aller jusqu'à faire des images 4K. Il est très très bon partout. On n'est pas encore à la perfection, mais vous pouvez le tester, ce Nano Banana Pro, cette nouvelle version de Nano Banana. Appuyez sur Gemini, vous constaterez qu'elle est plus intelligente. Elle comprend mieux ce qui se passe quand on veut lui fournir, et on peut lui fournir des tas d'images de référence. Elle comprend qu'on veut le style de celui-là, le vêtement qui se trouve ici, la personne qui se trouve là, et mixer tout ça. Bref, assez bluffant. La disruption est assez balèze entre Gemini 3 et Nano Banana Pro. On a plein de métiers qui comprennent maintenant que oui, tout ça devient extrêmement fiable et que le bon mix, c'est l'humain professionnel et l'intelligence artificielle plus intelligente encore. Bref, c'était la deuxième grosse sortie de la semaine, Nano Banana Pro. Comprenez que tout ça est énorme. Entre les sorties de Gemini 3 et Nano Banana Pro, Google nous en a mis plein les mirettes, et en plus il a diffusé ces deux outils, ces deux IA absolument partout dans tout son écosystème. On peut se dire que ça suffirait. Non, de la part de Google, ça suffit pas, parce que cette semaine, ils ont également sorti Anti-Gravity. C'est quoi ce truc ? Eh bien, c'est un éditeur de code. Alors, tous les développeurs utilisent des éditeurs de code, Visual Studio, etc., etc. Bref, on utilise tous ce genre d'outils quand on fait du développement, et on a une disruption de ce marché-là depuis quelques temps, avec justement l'avènement de l'IA qui vient à vos côtés dans votre éditeur de code, votre IDE, pour vous aider, pour documenter, pour lui demander des petites choses et qui vous pondent un peu de code, voire lui demander des choses un peu plus évoluées. Google n'était pas sur ce marché de l'éditeur, mais maintenant qu'il a des modèles surpuissants qui savent super bien faire de l'édition de code et qui le font avec de l'agentique, c'est-à-dire en étant capable de s'auto-tester soi-même, ils se sont dit très bon move que de rentrer sur le marché des IDE. Anti-Gravity, c'est ça, il est sorti.
Il est édité par Google et il plie le game également. Même Cursor 2, qui est le petit génie IA de ce domaine-là, est dépassé par Antigravity, puisqu'on a de l'IA agentique, Gemini 3 encore une fois, qui est intégré directement au niveau de l'éditeur. Ça veut dire que vous pouvez demander à votre agent IA de faire des choses en code, et il va, avec ses capacités agentiques, être capable de se servir et d'utiliser l'éditeur sur tous ses aspects, comme par exemple regarder ce que vous avez dans d'autres fichiers, s'inspirer de votre façon de coder, faire un petit peu la même chose mais sur un autre programme, puis le documenter, et peut-être se dire tiens, maintenant je vais regarder s'il y a des failles de sécurité potentielles, puis aller les corriger, puis se dire tiens, ergonomiquement ça pourrait être mieux, le tester dans la visualisation, regarder ce qui s'y passe et se dire qu'il y a des choses qui manquent de contraste, modifier, bref, de l'agentique IA intégrée au niveau de l'éditeur de code, ça s'appelle Antigravity. Google vient d'arriver sur ce marché-là aussi. Décidément, c'était la semaine de l'IA de Google. Bon, du côté d'OpenAI, on n'a pas fait que pleurer cette semaine, on a aussi continué sa course vers l'avant sur l'intelligence artificielle. Vous savez qu'OpenAI a déjà lancé son GPT 5.1, donc nouvelle version dans ChatGPT si vous le sentez, et puis ne s'est pas laissé compter le fait que Google avait pris la tête avec son Gemini 3 et a communiqué un petit peu sur GPT 5.1 Pro. Une version encore supérieure. En fait, c'est une version du modèle qui est le flagship, qui est le gros modèle de chez OpenAI, pas disponible pour tout le monde, enfin si, pour une petite partie, les abonnés à $200, donc le plus gros abonnement pro de chez OpenAI. On a un modèle encore plus puissant, peut-être un peu plus puissant que Gemini 3, mais Gemini 3 aussi a aussi son Deep Thinking qui est encore plus puissant. Bref, c'est la course en avant, là où OpenAI a par contre rivalisé un peu plus sérieusement et efficacement, c'est sur son IA spécialiste du code. Vraiment, le code, c'est un terrain de jeu important pour les gros éditeurs d'IA. Et donc, OpenAI a sorti cette semaine GPT 5.1 Codex Max. Nouvelle version de Codex, qui est une IA accessible depuis ChatGPT, mais avec un lien qui vous amène ailleurs. Donc c'est vraiment une IA faite pour coder, se brancher sur vos dépôts GitHub, etc. et faire du code pendant très longtemps. Il peut bosser toute une journée tranquillement à faire tout un tas de choses un peu complexes. Et sur cette tâche-là, c'est un des meilleurs, voire le meilleur. Vraiment, la course au leadership. On n'en finit pas de nous réserver des bouleversements. Et donc cette semaine, il y avait, si vous êtes codeur, vous regarderez ce modèle, en plus de l'IDE Antigravity de chez Google, vous regarderez GPT 5.1 Codex Max, qui est supérieur aux IA de Claude. Très performante pourtant en développement. Bref, cette semaine, j'arrête pas de vous le dire, elle était folle, fallait pas cligner des yeux. Alors il y en a un qui est passé à la trappe en fait cette semaine, alors que ça devrait pas. Un autre très bon modèle d'un géant de l'intelligence artificielle aussi, j'ai nommé xAI. Grok 4.1 est sorti et pendant quelques temps seulement, il a atteint le sommet des LM Arena, des choses qui nous permettent de tester notre satisfaction quand on utilise un modèle d'IA. Grok 4.1, quand il est sorti, a été le leader de ce classement-là, parce que le fameux Grok 4.1 est extrêmement empathique. Alors les autres modèles ont fait des efforts sur d'autres choses, le style, la personnalisation, le ton, du côté de chez OpenAI, l'intelligence brute et pure du côté de chez Google Gemini, et du côté de Grok 4.1, on a une IA extrêmement empathique. Alors avec le problème qu'effectivement, ça nous donne un peu trop raison et ça nous corrige pas quand on dit des bêtises, voire ça dit des bêtises. Mais en tant que pote IA, Grok 4.1 a vraiment fait des étincelles. Et ça ne va pas s'arrêter puisque Elon Musk a précisé son contentement déjà sur Grok 4.1 et puis que Grok 5 arriverait dans quelques mois à peine et que celui-là, il s'approcherait de la conscience humaine. Ça fait frémir. Bon, en tout cas, le programme est gigantesque. On va peut-être pas continuer sur ce rythme fou là parce qu'on va avoir du mal à faire les récaps hebdomadaires. En tout cas, sachez-le, Grok 4.1, extrêmement empathique, est sorti aussi cette semaine.
Et une autre dinguerie encore sortie cette semaine, et encore du côté de chez Google, mais pas pour l'IA grand public, c'est plus en labo de recherche, mais c'est très intéressant. Le modèle s'appelle Sima 2, c'est une nouvelle version de Sima dont on avait déjà parlé il y a quelques temps, qui fait beaucoup de progrès. C'est un modèle édité par Google DeepMind et basé sur la logique de Deep Learning. Qu'est-ce que c'est Sima 2 ? Eh bien, c'est un agent IA capable de jouer aux jeux vidéo. Bah oui, comme ça, il prend un petit peu de bon temps. Non, c'est pas tant pour ça que pour montrer les capacités de ce modèle à apprendre tout seul. En gros, on lâche cet agent IA dans un jeu vidéo, un Minecraft, etc. Et puis on lui dit: débrouille-toi complètement dans ce jeu. Alors il essaye, il simule de la souris, il simule des touches, et puis il se rend compte que cette touche-là, elle fait quelque chose, et celle-ci, machin, et quand on additionne ceci et cela, on est en train de taper avec un outil sur de la pierre, et que ça fait du charbon, etc. Et puis il avance dans le jeu comme ça, en faisant tout un tas de tests, d'essais, et surtout d'apprentissage. Le truc dingue, c'est ça, c'est que Sima 2 est capable d'arriver sur un environnement, un jeu vidéo, totalement nu, et d'apprendre tout seul des compétences. Il va savoir ensuite comment utiliser tel outil, qu'il y a plusieurs façons de crafter, etc. Mieux encore, on est capable de choper cet agent IA de Sima 2 et de le mettre dans un autre jeu vidéo ensuite, et il va se servir des compétences acquises dans le premier. Quand on fait ça, souvent on avance. Quand on fait ça, souvent on saute. Et je vais l'utiliser dans un autre jeu vidéo. Bref, ça nous montre que la logique de deep learning, d'apprentissage profond par essai, etc., tout ça, ça peut être positionné aussi sur des IA et des agents IA qui vont peut-être demain jouer aux jeux vidéo avec nous, voire servir de cerveau efficace pour les robots humanoïdes, par exemple, dans quelques années. En tout cas, Google marque encore un point sur ces avancées technologiques-là. Bon, cette semaine folle nous a quand même fait oublier qu'on était bien peu de choses, puisqu'on a eu un incident, quand même une panne du web absolument majeure, monumentale cette semaine, et elle est venue de chez Cloudflare. Cloudflare, c'est un service qui permet de router ce que vous demandez à un site web vers l'endroit où se trouve ce site web, etc., qui fait des sécurités. Et Cloudflare, qui est utilisé par beaucoup de sites, et des très gros sites, OpenAI, le ChatGPT par exemple, était en panne pendant des heures à cause d'une panne de Cloudflare, un bug tout simple, c'était pas une attaque, c'était pas quelque chose comme ça, mais un bug tout simple, un fichier qui était trop gros, et puis le système a interdit qu'il soit aussi gros que ça, et ça a tout bloqué, et il y avait tout un tas de sites qui étaient complètement inaccessibles pendant plusieurs heures. Ça nous dit aussi que le web centralisé, ou avec des acteurs monumentaux, est peut-être un petit peu fragile. Bon, je laisse quand même une information positive parce que ça le mérite sur Cloudflare, puisque Cloudflare vient de racheter un service qu'on aime beaucoup ici, c'est Replicate. Replicate, R-E-P-L-I-C-A-T-E, c'est un service qui vous permet de disposer de toutes les IA accessibles du marché au même endroit, sous forme d'API ou sous forme de petites interfaces simples pour tester tout ce que vous voulez. Et il y a des centaines et des centaines d'IA qui sont disponibles là-dessus. C'est idéal pour les développeurs ou ceux qui veulent intégrer des IA dans leurs automatisations, parce qu'on passe par Replicate et on a accès à absolument tout, c'est génial, et on paye à l'usage sans abonnement. Replicate vient d'être acheté par ce fameux Cloudflare qui était en panne, mais qui veut se relever de ça, et il va se relever bien entendu, et puis qui vient de mettre un pas dans l'intelligence artificielle, comme décidément de plus en plus d'acteurs sur la planète. Et la planète intelligence artificielle, c'est pas mal remué aussi sur le côté économique, financier, boursier cette semaine, avec tout un tas de choses autour notamment de Nvidia, qui nous ont montré que cette bulle de l'intelligence artificielle, parce que c'est une bulle, il y a plein de choses qui se développent, on met plein d'investissements partout, puis on se rend compte qu'il suffit d'un Gemini 3 ou d'un Nano Banana Pro pour faire quelque chose que plein d'outils voulaient faire à leur place, mais maintenant le modèle brut c'est le faire. Tout cela, hop, c'est de l'investissement qui disparaît, et il fallait miser sur les bons chevaux. C'est la bourse. Bref, ça bulle. Et il y a Nvidia cette semaine qui a un petit peu stressé tout le monde en retardant l'annoncé de ses résultats qui pourtant étaient excellents. Ils ont fini par nous dire qu'ils avaient fait un trimestre à 57 milliards de dollars de chiffre d'affaires avec une marge qui est aussi en progression de 50%, 40%, quelque chose comme ça. Bref, d'excellents résultats, mais juste avant, des acteurs majeurs comme SoftBank, le plus gros investisseur mondial dans la tech, le plus gros fonds d'investissement, Peter Thiel, un pape de la tech aux États-Unis, avait retiré toutes leurs billes de Nvidia pour les remettre ailleurs. Ça avait fragilisé. Donc il y a beaucoup
de rebond dans la bourse et on peut se demander si la fragilité de l'intelligence artificielle est pas plus sur des investissements absolument titanesques plutôt que sur les modèles eux-mêmes qui sont toujours de plus en plus intelligents et de plus en plus satisfaisants. En tout cas, on la surveille, cette bulle de l'IA. Et une autre chose qu'on devrait vraiment surveiller de très très près et qui a été mise en lumière cette semaine, eh bien c'est l'impérialisme dans le domaine de l'intelligence artificielle, notamment celui des Américains. Toutes les IA dont on parle, ce sont des géants américains. L'Europe est un petit peu passive là-dessus, même si il y a eu un sommet entre l'Europe et l'Allemagne pour essayer de renforcer, avoir aussi une voix, un guide, une vision sur l'IA et globalement la tech européenne. Peut-être une troisième voie serait possible, c'est ce que nous disent les chefs d'État des deux pays, avec de l'open source, avec du local, en profitant des capacités de data, des capacités culturelles, de recherche, d'information, des cerveaux européens, français, allemands, et puis en faisant fi de nos problématiques, manque de data center, manque de gros investissements, manque de géants du numérique. Il y a peut-être une troisième voie européenne et on devrait la regarder aussi à la lumière d'une petite affaire qui s'est vite éteinte, mais c'est dommage parce qu'elle était assez sympathique à suivre, celle de Claude, le modèle de chez Anthropic, qui a commis des actes de piratage, nous a-t-on dit. Qui nous a relaté tout ça ? Eh bien, Anthropic lui-même, l'éditeur de Claude, a communiqué sur le fait que Claude avait, sous l'emprise d'un groupe de hackers présumés liés à la Chine, avait commis des actions de hacking, de récupération de données un petit peu partout. De là à dire que c'est un danger, c'est un signal d'alarme que Anthropic sort sur ses propres modèles en disant, vous voyez, il faut réguler tout ça, il faut faire attention à tout ça. Eh bien, certains, comme Yann Lequin, le français, ex-Meta et qui va monter sa start-up maintenant, et d'autres se sont élevés en disant mais est-ce que tout ça ne vise pas à dire en fait on ne peut faire confiance qu'aux géants qui eux-mêmes font preuve de transparence et de surveillance et d'attention pour avoir des modèles qui sont performants et sécurisés. Peut-être un coup dur pour cette voie potentiellement européenne que j'appelle de mes voeux, de l'open source, de l'IA locale, chez nous. Si on se dit il y a du hacking possible, donc on va faire confiance à Google, à Microsoft, bref aux géants, et du coup ça va empêcher l'émergence des petits. Peut-être que tout ça est une manipulation de la communication, du marketing, du lobbying en faveur des géants du numérique américain. Il y a probablement une troisième voie à construire, mais vite en Europe, et la France et l'Allemagne se sont réunis là-dessus pour tracer une feuille de route. On verra si elle avance vite et bien, on l'espère. Et je termine ce récap de cette semaine folle par plusieurs petites affaires qui nous indiquent que la régulation, il faut que ça avance aussi très très vite et dans le bon sens et pas de façon aveugle, avec beaucoup d'affaires qui sont sorties cette semaine, comme par exemple le petit ours, l'ours en peluche Kuma, qui a été retiré de la circulation parce qu'il utilisait GPT-4o et on s'est rendu compte qu'il donnait des conseils dangereux aux enfants et il avait des propos un petit peu avec les enfants, c'était pas bien, allez hop, enlevé. Pas difficile de savoir si c'est à cause de l'ours, à cause de l'IA, à cause du prompting, à cause de manque de barrières, mais en tout cas, hop, il n'y a plus de nounours sous le sapin pour Noël, en tout cas pas mu par l'intelligence artificielle. On a eu aussi tout un move de la part de TikTok qu'on cherche à réguler sur la partie algorithmie, bien-être, protection des enfants, etc. TikTok a sorti cette semaine toute une panoplie de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, on peut gagner des badges quand on utilise TikTok, mais pas la nuit, quand on regarde bien les vidéos de bien-être. Il y a des vidéos de bien-être supplémentaires qui sont sortis aussi sur TikTok. Bref, TikTok fait tout pour dire, sur notre réseau social à nous, les utilisateurs peuvent faire absolument ce qu'ils veulent et notamment se défaire de notre algorithme et de nos écrans. On peut même régler maintenant sur TikTok le volume, le nombre, le pourcentage, la part de vidéos générées par l'IA qu'on voit ou qu'on ne voit pas dans nos flux. Bref, TikTok dit c'est à vous, les humains, d'être responsables. Et sur ce front-là, il y a aussi pas mal de mouvements du côté de l'Arcom en France qui se réorganise et qui dit en gros on va pas y arriver à réguler tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est IA et on va maintenant faire appel à des associations qui vont pouvoir nous aider, faire remonter des informations et agir avec nous parce que le travail est d'ampleur. Et puis cette affaire que vous avez sûrement vu passer, celle de l'intelligence artificielle, Grok, sur le réseau social X,
c'est le même groupe qui a tenu des propos négationnistes. Alors le gouvernement en France s'est emparé du dossier et l'a mené en justice sans trop savoir s'il faut blâmer l'utilisateur, le réseau social, le modèle d'IA qui est derrière. Est-ce qu'ils sont tous coupables? Lequel l'est le plus? Bref, la régulation, c'est pas une mince affaire, mais il faut s'en emparer très très vite, peut-être indiquer de grandes lois et puis faire en sorte que les gens respectent ces grandes lois plutôt que de faire des tas de milliards de petites régulations dans tous les sens qui sont, c'est vrai, un petit peu difficiles à digérer. Vous me direz ce que vous en pensez et on discutera de tout ça. Mais effectivement, cette semaine, elle amène beaucoup de réflexions, beaucoup de tests à faire, en plus sur tous ces magnifiques modèles IA qui sont sortis cette semaine. Bravo à vous d'avoir suivi ce récap de toutes ces dingueries qui forgent le monde de demain, dans le bon sens, pas dans le mauvais. Et merci d'avoir suivi ce récap des actualités très intelligence artificielle, mais aussi web digital tech de cette semaine. Assurez-vous d'être bien abonné à cette chaîne, d'activer la maudite petite cloche pour ne rien louper. Vous voyez que ça va très très vite. Et retrouvez-nous en live tous les lundis midi, mercredi midi, vendredi midi sur les réseaux Twitch, YouTube, TikTok, etc. pour discuter, échanger sur tout ça. Et puis à toute heure du jour et de la nuit, n'hésitez pas à rejoindre le site renault-decode.fr pour vous tenir au courant de tout ça et qu'on en discute ensemble. À très bientôt pour un nouveau récap de l'actu web IA Digital Tech sur Renault Décode.